Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, et oui, vous ne rêvez pas, bienvenue pour une vidéo qui va parler de Fortnite of the Apocalypse, la suite directe de Seven Deadly Sins et de son manga. Pas de l'animé, non, pas de résumé de l'animé, pas de review de la saison 2 de la série, vous savez, qui est sortie fin janvier sur Netflix avec VO, VF, etc. Peut-être que ce sera dans une vidéo plus appropriée si jamais ça vous dit, hein, voilà. Non, aujourd'hui on est là pour faire un tour du manga et je vais reprendre un peu le même style de vidéo que je fais avec Kagurabashi pour ceux et celles qui la regardent. C'est-à-dire qu'on va faire un peu le tour de l'arc en fait actuel une fois qu'il est fini. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? L'arc, il est pas censé être terminé, on est en plein tournoi, machin. Oui, si jamais vous savez pas, actuellement dans le manga, on est en plein tournoi, à Camelot, voilà. Mais je me suis dit quand même, puisque c'est la première vidéo que je fais depuis là longtemps, eh bien de revenir un peu sur tout, puisque actuellement, au moment où j'enregistre ces lignes, il y a eu un événement important dans le manga, je trouve intéressant en fait, bien que entre le tournage et la sortie, il y aura eu probablement un ou deux chapitres de plus. Voilà, je tourne cette vidéo pour vous le préciser le 21 février, elle sera prévue la deuxième semaine de mars. Par contre, si et seulement si à l'avenir je fais une autre vidéo et je rends ce format, si vous voulez, fréquent, eh bien il y a des chances qu'on fasse comme Kagurabashi, c'est-à-dire que arc par arc, je fais une vidéo, on revient sur à peu près tous les événements, on énumère un petit peu, je donne mon avis là-dessus, vous donnez votre avis là-dessus, sur les points qu'on a aimé, pas aimé, ce que Nakaba aurait pu faire de mieux et ce qu'il a fait de mal, et ce qu'il a fait de bien aussi, c'est important de noter les points positifs, hein, plus que le négatif, parce que je suis trop négatif en ce moment, surtout avec Fairy Tail. Je suis trop négatif, donc mettons un peu de positif dans la vie, ça serait un peu mieux quand même, on va pas se mytho. Et donc, Fortnite of the Apocalypse, ça faisait longtemps, hein, je suis toujours de manière hebdomadaire le manga. Direction, je sais plus exactement où, c'est un peu compliqué le nom à dire, excusez-moi, j'aurais pu le noter, hein, j'avoue. Et donc, ils se rendent à un tournoi, et où ils découvrent, ils trouvent Tristan, qui a totalement oublié qui ils sont. Il ne se fait plus appeler Tristan, mais Tantris, et il est avec une Isolde, Isolde, c'est Isoldé dans l'animé, donc je vais dire Isolde, différente de celle qu'on connaît, puisque la véritable Isolde et Kion, on les retrouve également dans ce tournoi. En fait, on retrouve plein de monde, hein. On retrouve certains chevaliers de Lyonesse, on retrouve l'ancien rival là, de Donnie, là, celui qui avait justement réveillé le dragon là, dans les premiers arcs, là. On le retrouve lui aussi, qui participe au tournoi. On découvre aussi les chevaliers qui protégeaient Diodra, le véritable fils de Ironside. Voilà, on le découvrait petit là, dans la première moitié du manga là. C'était un jeune homme un peu frêle, un petit peu, tu vois, un peu peau blanche, cheveux blonds, machin. Là, cheveux blancs plutôt que cheveux blonds, excusez-moi, c'était cheveux blancs, je crois, dans l'animé. Eh bien, on le redécouvre là, plus grand, hein, logique, hein, 2 ans passés, pareil pour Percy, hein, qui du coup a pris une poussée de croissance, et ça, c'était incroyable, c'était trop bien. Et enfin, on découvrait, avec ce Battle Royale là, en première partie, vous vous en souvenez, et on a nos 16 finalistes, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, c'est bien ça, j'ai bien compté, 16 participants, Percival contre Gareth, Percy qui a donc cette occasion, le moment parfait pour nous montrer son changement, son évolution, qu'est-ce qu'il a foutu en fait pendant 2 ans, hein, puisque il s'est pas tourné les pouces, hein. Ok, son corps a grandi, mais il n'y a pas que son corps qui a grandi. C'est-à-dire que avec ses frères, on apprend assez rapidement avec un Gareth un peu sûr de lui, un peu égocentrique, hein. Mais le combat tourne relativement court, hein, tu vois, tu penses que Gareth il va prendre le dessus, pas du tout, hein, pas du tout. Percy il l'arrête sans sourciller, sans trop de difficultés. Voilà, c'est à sens unique, hein. Clairement, il se laisse pas toucher. Il y a un deuxième Gareth. Oh my god! Qu'est-ce que ça prépare? En fait, c'est pas un vrai double, c'est un fantôme. Il se sert de son jumeau mort. Assez glauque, hein, quand même. Hein. Voilà, il se sert de son jumeau mort comme d'un double pour se battre. Et au moindre moment où tu penses que oh non, il l'a tué, oh qu'est-ce que c'est dur, oh il a détruit son âme, parce que oui, il est capable de faire ça, de trancher l'âme de quelqu'un, qui tranche la queue de l'âme, qui s'accroche au corps physique, et donc il tue quelqu'un, en fait, littéralement, en décrochant l'âme de son corps. Ça peut pas marcher sur Percy. Bah ouais, ça peut pas marcher sur Percy, puisque c'est un esprit de la vie.
Et vu qu'il se sert de ce corps comme d'un réceptacle, donc que tu le décroches ou tu le décroches pas, c'est un esprit de la vie. Donc évidemment qu'il n'avait aucune chance de gagner. Et là, il nous sort pour la première fois une technique terrifiante qui s'appelle Nadula Gimala, qui clairement, voilà, c'est archi glauque, c'est archi méga glauque, mais ça suffit à faire plier Gareth et puis c'est fini. Donnie il passe après lui, et là c'est moins drôle là. Enfin si en fait techniquement c'est plus drôle parce que tu te dis Donnie, mon frérot le sang de la veine. Tu t'es entraîné quand même dans 2 ans, hein? Sachant qu'on se rappelle, pendant l'arc dans le royaume des démons, il y a eu un entraînement assez intensif, proposé, enfin forcé, excusez-moi, forcé par ce cher Lancelot, hein? Donnie, tu dois être capable de soulever quelque chose à plus de 70 mètres, n'est-ce pas? Me dis pas que tu t'es branlé les couilles pendant 2 ans. Eh ben, il continue à se chier dessus. Voilà, il est décevant. Donnie est décevant de A à Z, j'ai rien d'autre à ajouter. Donnie est ultra décevant. Ok, il est capable de soulever des cailloux et d'envoyer des cailloux et voilà. Mais ça fait rien. Bon, vous avez certainement deviné pourquoi plus tard, hein, parce qu'on ne pouvait pas deviner au départ qui est-ce qu'il avait réellement en face des yeux. Que bah on le voit pas, hein, je veux dire son visage est caché, il fait un peu flipper aussi, soit dit en passant son adversaire. Donc on pouvait pas deviner en fait qui était derrière, sauf ceux qui avaient reconnu ce bouclier. Parce qu'en vrai de vrai, il suffisait pas d'attendre la fin du combat pour avoir reconnu qui était sous ce masque. Donc oui, voilà, Donnie se fait envoyer voler, il se prend le bouclier en plein dans la tronche, il se fait envoyer voler en dehors de l'arène. Ah, t'inquiète pas, je vais te sortir de là, machin, MDR, non, il finit congelé, et puis voilà, c'est fini, et le paquet mystère a gagné. C'est malheureux, et donc, bah, voilà, hein, surprise, c'était Dubs en dessous le masque de cette personne. D'ailleurs, c'était seul Percy avait compris que c'était lui en dessous, hein, voilà. Et donc, grâce à la magie, hein, il avait réduit sa taille, et voilà, ce masque est magique, il te rend jusqu'à 3 fois plus grand ou plus petit que d'habitude. Voilà, on a la réponse de pourquoi en fait on pouvait pas réellement deviner que c'était Dubs à cause de la taille, parce que Dubs est un géant, hein, voilà, c'est logique. Mais en fait le bouclier était cramé hein, depuis le début, tu sais que c'est un bouclier qu'il est capable de faire. Mais pourquoi s'est-il invité dans ce tournoi? Eh bien c'était l'occasion pour lui de donner les nouvelles armes attendues par nos amis, hein, puisque vous savez quand ils ont retrouvé Gauvin, bah, elle avait Dubs à son service en fait. Dans son domaine, elle a Dubs qui travaille en tant que cuisinier. Et ils ont demandé à Dubs de leur forger de nouvelles armes. Et bah, c'était l'occasion parfaite pour lui de fournir notamment à Anne et à Nassien ces nouvelles armes hein, qu'il a confectionnées pour eux. Donc voilà, le bouclier, bah, c'est pour Donnie, voilà. Mais qui n'avait pas reconnu un bouclier de Dubs? J'avoue, j'avais pas reconnu. Bon, chacun obtient son arme. C'est donc à Diodra et Anne de se battre. Diodra, qui fait donc sa première apparition, hein, fils de Ironside, de se battre et de montrer de quoi il est capable. Et désolé pour lui, hein, mais bon, il semble donner un peu de fil à retordre à Anne au début du combat. Tu te dis, ouh, surprenant, c'est pas le fils d'Ironside pour rien et tout, il est capable de faire des trucs de ouf et tout. Il demande à Anne d'abandonner parce que j'ai pas envie de faire de mal à une femme, machin. Non mais te fous pas de ma gueule et tout. Et bim, on découvre son visage, surpris, hein, du coup, il a grandi, puisque oui c'est il, hein, même si son visage laisse penser que c'est une femme, c'est bien un garçon, hein, voilà. Bon, ça met en colère Diodra, qui clairement est blessé dans son ego parce que, oh là là, une femme ne veut pas se coucher face à lui, bébé cadom, oh là là. Bon, c'est pas grave. Il fait son caca boudin, il se bat, et puis, oh là là, Anne gagne. MDR, oh là là, quelle surprise. Donc voilà, il sait pas quoi faire, je vaux rien, machin, donc voilà, ça y est, blessé dans son ego, il révèle tout ce qu'il a besoin de révéler. Ses alliés, ils sont saoulés, hein, clairement, hein, ces deux chevaliers servants, là, ils en ont ras-le-bol, là, surtout Turet, là, qui... c'est un gros connard. Hein. Et oh là là, c'est vraiment un bon à rien. Clairement, c'est ce qu'il se dit. Et là, surprise, Anne se fait envoyer dans le décor.
Et là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je pense que vous, comme moi, on a été choqués de cette situation. On s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Anne a été envoyée dans le décor. Tu te dis, mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Son bras a été complètement déchiqueté et tout. Tu te dis, quoi? Mais c'est Diodra qui a fait ça? Non, non, non. En fait, c'est pas du tout Diodra. Tu vois que Diodra, il regarde dans la direction de Turet, donc de son chevalier là, avec le bouc là, moche là, parce qu'il est dégueulasse ce perso, je suis désolé, son design est affreux. Et en fait, visiblement, c'est lui qui agit, qui fait quelque chose, on sait pas quoi, mais apparemment c'est lui qui fait quelque chose, qui renvoie, qui utilise peut-être une magie à distance, qui se bat avec quelque chose, enfin qui triche, parce que littéralement il triche, hein. Et a priori, Diodra n'est pas content non plus, hein, parce qu'il lui dit te relève pas, reste à terre et tout. Parce que plus elle se relève, plus ça continue en fait. Donc a priori, c'est plus elle se relève, plus elle se fera défoncer en fait. Et donc, on nous apprend qu'il y a une créature invisible dans l'arène. Incroyable, créature invisible. Qui est donc utilisée par lui, hein, voilà. C'est de la triche, c'est de la pure triche, hein, je suis c'est de la pure triche, il y en a ras-le-bol, mais c'est de la pure triche et Anne se fait défoncer. Voilà, c'est trop dommage. Franchement, ça, c'est un gâchis, mais dans le mauvais sens du terme. Parce que c'est pas dans le même sens, en tout cas, qu'un Donnie qui joue le mariole et tout. Là, il y avait tout pour faire gagner Anne, et elle est humiliée alors qu'elle méritait pas ça. Là, franchement, ça, c'est une déception pour moi, parce que honnêtement, j'étais pas content. Quand j'ai vu ça, j'étais pas content, parce que Anne ne méritait pas d'être humiliée comme ça. Ok, ça sert le scénario, je suis d'accord, hein, ça sert le scénario. Mais après autant de temps, on l'a jamais vu se battre comme Donnie, hein, tu vois. Mais elle, on sait que Anne, elle a grandi, elle s'est améliorée et tout, devenue femme et tout. Je te dis, elle peut pas. Je veux dire, elle vient d'obtenir, en plus d'obtenir une arme surcheatée là de Dubs, il y a aucun moyen qu'elle perde. C'est impossible. Eh bah si, elle se fait complètement défoncer. Nassien contre Rotès. Nassien qui se bat comme il devrait se battre, hein, avec ses doubles dagues, machin. Il découvre sa nouvelle magie et ses nouveaux pouvoirs avec ses gants. Double page très très belle. Hein, voilà, je vous la mets, cette double page, elle est très très stylée. Non, là, cette double page là où il utilise le côté flamme de ses gants. Bon, visiblement ça marche pas, il reprend le dessus. Oh là là, il a survécu à la mer de flamme. Mais comment c'est possible? En fait, il s'est entraîné dans le purgatoire. Voilà, il s'est entraîné dans le purgatoire, il existe dans le purgatoire le grand couloir, comme certains l'appellent, qui rejoint le monde de l'au-delà. On connaît, hein, on connaît si on a lu Seven Deadly Sins. On sait à quoi ressemble le purgatoire. Et là, c'est grande surprise. Hein. La partie de la lance que lui a légué son père, King, voilà, je vous le donne dans le mille. Petite représentation, une fée, voilà, qui sort de je sais pas où. C'est quoi ce bordel? Ça colle à ta voix, je trouve. Tu peux pas me rendre un peu plus divin, bref. T'as été choisi, tu dois te rendre digne rapidement. Donc voilà, il va utiliser la partie de la lance spirituelle. Ça, j'ai trop kiffé. Ça, franchement, j'ai trop kiffé. Donc il est capable, on s'en doutait, hein, qu'il finirait par s'en servir à un moment donné, une partie de la puissance de la lance spirituelle que lui a légué son père. Et il a représenté Percy. Première forme, éponge Percival. Ah, ça, c'est trop, c'est trop mignon parce que. Mais j'ai trop kiffé ça. Donc bon, il est capable d'absorber les miasmes du purgatoire. Et puis, il utilise une autre forme de chastifol qui ressemble aussi à Percy. Hein, tout chez Nassien fait penser à Percy. Et c'est une victoire, hein, voilà. Hein, le gagnant du 4e match est Nassien. Pareil, hein, sans trop. On va dire que jusqu'à maintenant, sauf peut-être pour Anne, parce que Anne, je pense que personne, ni vous ni moi, ne s'attendions à ce qu'elle soit humiliée de cette sorte-là. Je pense que personne s'attendait à ce qu'elle soit clairement renvoyée dans le décor comme ça, alors qu'elle méritait clairement pas ça. Bon, elle est revenue à elle, Nassien a gagné, voilà, t'as pas lâché ton épée et tout le monde est content pour toi, t'en fais pas, au prochain combat, c'est moi qui gagnerai, t'as pas à rougir de ta défaite, de toute façon t'aurais dû gagner, hein, donc je veux dire, ils ont clairement triché, donc c'est pas grave. L'autre il continue à se foutre de la gueule de tous les autres, de façon plus égocentrique que lui, je pense que ça existe pas. Gauvin contre Turet. Bon, ok. Le combat commence pas comme on pouvait l'imaginer. Je suis d'accord avec vous. Il utilise quelques magies, tu vois Gauvin se lâcher un peu.
Et on voit clairement que ce sont les bêtes invisibles qui se bat là, qui se bat à sa place. Donc le mec en fait est, je suppose, hein, manieur, comment on pourrait appeler ça, dresseur de bêtes du purgatoire, parce que c'est une bête du purgatoire, voilà. Donc il est dresseur de bêtes du purgatoire, parce qu'on voit qu'il a dans ses mains, je suppose que c'est une espèce de fouet qui lui permet de contrôler et de gérer les bêtes du purgatoire. Genre peut-être un coup de fouet c'est vas-y attaque, deuxième coup de fouet c'est arrête-toi ou va lui trancher la gorge. J'en sais rien et on s'en fout, tu vois. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le gars ne se bat pas lui directement. Il utilise les bêtes du purgatoire pour se battre. Il triche. Littéralement, le mec il triche. Mais c'est pas grave, le mec il triche. Nouvelle bestiole du purgatoire. Comment ça va se terminer? Je vous le donne dans le mille. Elle ne galère pas plus que ça, et même si les bestioles se battent l'une derrière l'autre, c'est pas trop dur. Bon, elle doit se battre à 3 ou 4 contre 1. Ok, elle évite de justesse les attaques des monstres. Ok, mais tu la vois pas galérer plus que ça, tu vois. Elle est toujours en mode oh, ça a pas l'air trop dur. Et puis elle prend sa forme. Et ça, c'est méga stylé aussi. Faut arrêter les doubles pages comme ça parce que j'aime beaucoup. Elle prend sa forme baraque. Enfin. Même si j'aime pas du tout cette forme. C'est une victoire sans sommation avec 3 doubles pages d'affilée, hein, soit dit en passant. Je me rappelais même plus qu'il y avait 3 doubles pages d'affilée. C'est méga stylé. Le combat a tourné court. Hein. Voilà. De toute façon, elle a pas pris un. Si, elle a peut-être pris 1 ou 2 coups à la limite, mais elle a pas eu une égratignure depuis le début du combat. Preuve que bah, c'est pas une cavalière de l'apocalypse pour rien. Hein, cette chère Gauvin. Balin, le dernier, le gagnant du dernier festival des gladiateurs, qu'a-t-il à dire et que va-t-il nous montrer contre Hauser? Et oui, j'avais oublié comment il s'appelait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais des persos qu'on retrouvait dans Camelot. Effectivement, il y a Hauser, hein, du coup, qui est venu avec l'autre là, l'ami d'enfance de Donnie. Et donc, je crois que c'est le dernier combat, hein, il me semble, hein, contre Balin. Hauser contre Balin. Ce combat, je vous avoue qu'on va aller plutôt vite, hein, parce que y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un combat plutôt équilibré au départ, puis il utilise ses pouvoirs de cyclone, mais ça marche pas et on se rend compte que Balin est finalement ultra smart au niveau de son physique et que les attaques d'Hauser ne fonctionnent pas. Tu te dis qu'Hauser va essayer d'augmenter sa puissance, mais ça ne fonctionne pas non plus. Bon, du coup, le perso fait honneur à son titre de vainqueur. C'est pas pour rien qu'on découvre facilement que ce gars n'est clairement pas là par hasard. Il y a une bonne morale, je veux dire, le perso, il a l'air d'avoir un bon background. En fait, il cherchait quelqu'un à sa hauteur, quelqu'un de puissant, quelqu'un de plus fort que lui, hein, puisque le gars, il est le classico-classique, le cliché parfait du perso qui a jamais trouvé quelqu'un à sa hauteur et qui cherchait un adversaire plus fort que lui, quelqu'un qui serait capable de le battre parce que je m'ennuie en fait en combattant, parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un à la même force que moi ou plus fort que moi. Mais bon, ah oui, et c'est vrai qu'il veut. T'as le chevalier d'Arthur qui essaye de le recruter aussi. C'est vrai qu'il y avait ça aussi. Mais finalement non, j'en ai rien à branler. J'ai pas envie de devenir un de tes chiens, un de tes subalternes. C'est pas grave. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Puis quand il l'envoie chier en mode ah, de toute façon je vais t'attaquer. Ah ouais bah je t'invite à essayer. Et puis il se chie dessus en mode ah ah ah. Tu rigoles pas, hein. Je suis sûr que le chevalier s'est chié dessus, hein. Clairement. En parallèle de ça, on a le prochain combat qui se prépare, c'est-à-dire Kion contre Tristan. Kion se chie dessus et qu'il a clairement pas envie d'affronter le prince Tristan, qui a donc tout oublié, parce qu'il les a oubliés lui aussi. On connaît pas la raison. Bon, on le découvre plus tard. On va le voir maintenant, qu'en fait il est clairement manipulé. Hein. Sa mémoire a clairement été altérée volontairement, mais qui ne se souvient plus de personne. Il pense que la Isolde qu'on connaît nous et qui d'ailleurs est ultra belle, soit dit en passant, j'aime beaucoup cette nouvelle Isolde, je la trouve 100 fois plus belle que l'ancienne. Clairement la Isolde de maintenant, même le Kion, hein, honnêtement, de toute façon je déteste Kion et je le détesterai toujours, parce que ce perso il est insupportable, mais son design il a archi méga évolué, je l'aime beaucoup maintenant, en tout cas son car design, hein. Pas son comportement. Et Isolde pareil, hein. Putain qu'est-ce qu'elle est canon, qu'est-ce qu'elle est sexy. Oh la vache. Je les aime beaucoup. Tristan, il a pas beaucoup changé. Oui, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. À part le mec plus baraque, je sais pas, mais
D'ailleurs, il porte l'épée de Percy dans son dos. Soit dit en passant, disons-le. Mais bon, il se chie un peu dessus. On a le reste du combat qui, je vous le donne dans le mille, ça ne marche pas. Il utilise une de ses techniques finales. Là, il lui envoie un concentré de magie contre lui. Il lui dit, vas-y, utilise toute ta puissance à 100%, n'aie pas peur de te battre contre moi. Il lui envoie, il prend l'attaque de plein fouet. Mais MDR, ça marche pas. Et je crois qu'il abandonne. Non, il tranche son épée en deux. Et puis, voilà. C'est Balin qui gagne. Du coup, mais le gars est pas rancunier, hein. Franchement, je pense que c'est un bon gars. En vrai de vrai, Balin a l'air d'être un bon gars. Ça a pas l'air d'être un antagoniste. En vrai, il y a même plus de chances qu'il se range du côté de nos amis plus tard, plus que de devenir un ennemi, puisque clairement, il n'avait pas l'intention de tuer Hauser. J'ai rien touché de vital. Dépêche-toi de t'occuper de lui. Il ne l'a pas blessé dans l'intention de le tuer. Donc le gars, il est pas mauvais, hein. Il a pas un mauvais fond. Donc pour moi, c'est un personnage qui a clairement moyen de faire quelque chose avec lui et pas simplement de se contenter de l'avoir dans le purgatoire et puis après on le revoit plus. Pour moi, il y a vraiment moyen d'en faire un allié plus tard. Le combat débute entre Kion et Tantris, qui visiblement, et on sait pas on saura plus tard pour quelle raison, il a repris du poil de la bête, le Kion là, en mode moi Kion, je vais te donner exactement ce que tu mérites. Haha MDR, je vais te casser la gueule. Tu comprends pas, t'as pas compris, j'ai pas compris. Par contre, il a plus visiblement de blocage psychologique qui fait qu'il n'ait plus envie d'affronter son ami d'enfance bien aimé, puisque oui, c'est un ami d'enfance, on rappelle. Hein. Mais il se donne à 100%, il y va, il se lâche complètement, même si Kion est assez fort. Hein. Attention, Kion, il semble quand même s'être beaucoup entraîné pendant 2 ans. Regardez, il invoque un golem de pierre et tout. Donc balèze le gars, balèze, il utilise des magies assez puissants et tout, il est même capable de régénérer son golem, là tu vois, il le tranche et tout, mais ça marche pas trop, d'ailleurs c'est un golem de sable, visiblement, mais il a une magie archi puissante. Hein. Voilà, il le transperce, tu te dis, ah, si c'est la seule solution pour qu'il retrouve ses souvenirs, pourquoi pas essayer. Voilà, monsieur est clairement, comment on pourrait dire ça, bousculé dans ses sentiments, mais ça ne marche pas. Quelle surprise. Vous allez me dire quelle surprise, puisqu'il utilise ses pouvoirs démoniaques. Voilà, donc un second round enfin en ligne de mire. Second round où évidemment, là c'est directement beaucoup plus dur, hein, puisqu'il utilise ses pouvoirs démoniaques et on se souvient tous que quand il utilise ses pouvoirs démoniaques, ce cher Tristan ne fait pas dans la dentelle, hein. Il y va même de bon cœur, hein, puisque il perd complètement pied hein, s'il utilise trop ses pouvoirs démoniaques. Sauf peut-être où Tantris a l'air de maîtriser ses pouvoirs démoniaques. Allez savoir, peut-être qu'il s'est entraîné pendant 2 ans. Hein. Allez savoir, pendant ces 2 ans, ça se trouve, il a appris à maîtriser ses pouvoirs démoniaques. Hein. Et on a un joyeux flashback, où enfin, parce que ça manquait cruellement sur le personnage de Kion, pour moi et tous les détracteurs du personnage, d'avoir enfin quelque chose sur lequel s'appuyer concernant le personnage, j'ai envie de dire c'est pas trop tôt. Parce que putain, enfin, après tout ce temps, après 179 chapitres, on a enfin du background sur Kion. On sait qui il est. On sait de qui sont ses parents. On sait que ses parents sont Gilthunder et Margaret. Donc techniquement, il est le neveu de Meliodas. On apprend un peu le passé de Kion, voilà qui il était. Il s'est fait kidnapper quand il était gamin, ce qui fait que ça l'a un peu renfermé sur lui-même et il a été extrêmement surprotégé par ses parents parce qu'ils avaient peur que ça se renouvelle et que ça se reproduise à nouveau, ce qui fait qu'il était littéralement enfermé chez lui en fait. Hein. Et que Tristan est venu à sa rencontre pour faire un peu la conversation, mais il n'avait pas plus envie que ça de faire ami-ami avec le prince, il en avait un peu rien à foutre. Et que, voilà, au départ, il était clairement pas pour faire ami-ami, et que ça s'est retourné contre eux. Puisque je m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Honnêtement, elle qui avait, on rappelle, un crush sur Gilthunder. Elle avait un crush sur lui, vous vous rappelez, de la princesse, de la sorcière cinglée, là. Je sais plus comment... Viviane. Elle était emprisonnée, elle, techniquement, je crois. Elle était emprisonnée dans les cachots du château, on est d'accord. Elle est revenue pour menacer Kion. Voilà. Mais c'est le prince
qui l'a sauvé, et c'est à ce moment-là, et on comprend aisément pourquoi, encore maintenant, Kion a autant de respect pour Tristan, parce que c'est son sauveur en fait. En plus d'être un parent, une sorte de frère, entre guillemets, entre très gros guillemets, c'est lui qui l'a sauvé en fait. Bon, sans faire exprès, parce que il n'a pas pu empêcher que Kion se fasse cette cicatrice, puisque c'est le couteau de Viviane hein, qui a fait cette cicatrice. Hein. Attention, hein, c'est pas Tristan qui a fait cette cicatrice. Hein. Mais on comprend mieux, en fait. On comprend enfin mieux quelle relation il a avec Tristan, et pourquoi est-il aussi, en fait, aussi maladivement proche du prince. Peut-être un peu trop maladivement proche, tu vois. Pourquoi il a ces réactions surabusées quand quelqu'un s'adresse au prince en ne disant pas prince Tristan et en l'appelant simplement Tristan. Pourquoi est-ce qu'il a une réaction pareille envers Percy la première fois qu'il le voit, tu vois. Bah tu comprends mieux. Il a une obsession maladive pour le prince, il a un respect immense pour Tristan. Un respect éternel, puisque c'est son sauveur, ils sont indirectement de la même famille, il y a vraiment une liaison fusionnelle entre les deux. Mais fusionnel, il y a fusionnel et fusionnel. Mais là, le gars, c'est limite s'il n'est pas amoureux, quoi. Bah, je vous le donne dans le mille, hein, ça ne suffit pas à gagner. Et il perd. Mais, sur le point de tomber dans le vide, Tristan, Tantris, l'attrape et l'empêche de tomber dans le vide. Avant-dernier chapitre, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui affronte Pélio. Pélio, vous vous rappelez sans doute de lui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Pélio. Mais Pélio. Qui se souvient de Pélio dans la salle? Personne. Mais qui reconnaît Tristan, mais qui dit « Ah, Prince Tristan, c'est vous? Ah, c'est vrai, je suis allé à Lyonesse il y a quelques années pour votre 10e anniversaire, qui est la fin du manga, chapitre final de Seven Deadly Sins, on s'en rappelle, hein, pour votre 10e anniversaire, et puis il y avait tous les Seven Deadly Sins invités pour l'occasion et tout. Mais Lyonesse, mais de quoi tu parles? Et les Seven Deadly Sins, c'est quoi? » Et là, ça fait tilter la fausse Isolde. Et tu comprends assez vite qu'en fait, la fausse Isolde, elle le manipule. Hein. Vous allez le voir dans le chapitre 181 qu'elle le manipule. Clairement, elle le manipule. Elle le manipule, hein. On est d'accord, elle le manipule. Ok, elle la manipule. La pauvre Isolde, qui clairement n'a pas envie de se battre contre Pélio, hein, c'est pas son intention, elle a pas envie de se battre. Bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je gagne? Est-ce que tu me laisses gagner ou est-ce que c'est moi qui gagne? Enfin, est-ce que c'est toi qui gagne et puis c'est toi qui affronte Tristan? Enfin, comment on fait? Comment on gère? Bon, en voyant Tristan porter la fausse Isolde, elle pète un plomb, ce qui fait qu'elle fait tout sauter et du coup elle gagne son combat contre Pélio. Et on connaît du coup les combats du second acte, hein, du coup, des demi-finales, je crois. En tout cas, du deuxième tour. On va appeler ça le second tour, hein, du coup. Perceval contre Paquet Mystère. Oh là là! Perceval contre Dubs. Percy, pardon, contre Dubs. Nassien contre Diodra. Et c'est là que ça va être intéressant, puisqu'on arrive enfin au bout. Chapitre 181. Je vous le disais, Gauvin contre Baline. Et ensuite, Isolde contre Tantris. Voilà. Et on apprend des choses à la fin de ce chapitre 180. Le repos, c'est le meilleur traitement contre la fatigue, puisqu'en fait, la fausse Isolde, elle passe son temps à tomber dans les pommes. Elle semble être malade, en fait, la fausse Isolde, donc on comprend pas ce qu'elle a. Aucun doute. Avec ces symptômes, je dirais que la fatigue a été causée par une énorme dépense de magie. Ok? Vous avez bien retenu cette phrase, hein? Ok. En fait, Isolde, qui suis-je? Fin du chapitre 180. Et on arrive enfin au bout, messieurs, dames. Le prince de Lyonesse, les Seven Deadly Sins, tout ça s'arrête pas. Donc il se pose enfin des questions. Il se dit, mais c'est quoi ce bordel et tout je me souviens de rien, mais qui suis-je en réalité Mais c'est vrai que quand je t'ai rencontré, tu m'appelais Tantris et tout, donc je suppose que c'est mon vrai prénom, mais ces gens-là m'appellent différemment. Et puis c'est quoi les Seven Deadly Sins? Et puis quand j'ai affronté Kion, il y avait quelque chose de bizarre en moi. J'ai essayé de le protéger plus que de lui faire du mal. C'est très bizarre et tout. Et là, tu vois à sa réaction qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Ouais, mais ces gens m'ont aidé, ils avaient l'air de me connaître et tout. Mais calme-toi, t'es peut-être fatigué et tout. Puis ça a aucune importance et tout. Tu sens qu'elle essaye de noyer le poisson. De toute façon, qu'elle ressemble pas à la vraie Isolde. Donc, mais c'est quoi? Ça arrête pas de résonner dans ma tête. Ça me dit que mon vrai nom n'est pas Tantris, mais Tristan et tout. Et voilà.
La réponse, elle a été Saulnay depuis le début. Elle le manipule. Le pauvre, il a ses souvenirs transformés. On ne sait pas qui se cache derrière le visage de cette fausse Isolde, parce qu'il y a des chances qu'en fait elle se cache derrière, qu'il y a quelqu'un d'autre qui se cache derrière. Donc, quelle est la véritable identité de cette fausse Isolde? Je pense qu'on le saura relativement vite, mais visiblement, elle manipule ses souvenirs. Peut-être qu'on a d'ailleurs des indices déjà sous le nez et que quand on saura, on se dira ah ouais, en fait c'était ça, en fait on avait la réponse sous le nez depuis le début. Ou bien ça sera pas ça du tout et en fait tout est inventé et elle a pas de père et le visage de la vraie Isolde nous sera révélé et on se sera dit ah ouais d'accord, on s'imaginait pas du tout que ça aurait pu être il ou elle, hein, parce que les savoir ça se trouve c'est même pas une fille, hein, qui se cache derrière ce visage. Hein. Oui, il se fait passer pour une fille et c'est pas une fille. Hein. En tout cas, si c'est pas une fille, il joue très bien la comédie. Mais je trouve qu'on force un peu beaucoup sur cette armure et cette c'est une fleur ou un truc comme ça. On force beaucoup quand même là-dessus. Hein. Pour qu'il n'y ait pas de mystère caché derrière, tu vois. Bon, en tout cas, j'en suis convaincu. On arrive au bout de ce chapitre, tranquillement, et on a une petite discussion avec les comment on appelle ça, les chevaliers servants, je vais les appeler comme ça, de Diodra, dont 2 ont perdu leur combat, hein, parce que Diodra est le seul encore en lice. Donc l'autre, il s'est fait déglinguer par Gauvin, il est complètement défiguré. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais me battre pour vous deux demain, relève la tête, t'en fais pas, je vais aller chercher à manger et tout. Parce qu'en fait, ces deux-là ne sont pas simplement les larbins de Diodra, hein, d'une certaine façon, ils ont aussi été sauvés, il y a quelques années, par Ironside. Ils ont aussi été recueillis en tant que fils, hein, d'une certaine façon, ils ont aussi été recueillis par ce dernier. Donc ils le voient un peu comme leur père à eux aussi. Donc ils se disent, mais on l'a servi pendant toutes ces années, sans jamais rien demander, on a servi de bouche-trou pour Diodra et tout, ils l'appellent ce déchet inutile. Donc c'est le mec, il a une haine envers le vrai fils de son père adoptif. Hein. Parce qu'ils voient Ironside comme leur père adoptif, tu vois. Genre, nous, on a été sortis, et ce déchet, ce résidu de fond de capote, là, excusez-moi d'être si violent, parce que s'il pouvait le dire, je pense qu'il le dirait. Lui, il est toujours dans la compétition et nous, on s'est fait défoncer. Genre, c'est quoi ce putain de problème? Tu pensais qu'on méritait bien plus d'être ses vrais fils que cet échec. Pas vrai? Tu le sais et t'en es certain. Et c'est quoi notre véritable mission? De qui Ironside a-t-il vraiment besoin? C'est de nous, pas de cette merde de Diodra, de cet incapable là. Hein? Pas vrai? T'es d'accord avec moi? Il l'égorge. Voilà. Voilà. T'as capté ou pas? Personne, je pense, moi comme vous, ne s'attendait à ce que ça se passe de cette façon. Le mec, il vient littéralement pour tuer Diodra. Il l'étrangle jusqu'à la mort. Il l'étrangle jusqu'à le tuer. On est d'accord qu'il le tue. Ce bruit-là, c'est le bruit. Je veux dire, ça c'est censé être un bruitage. C'est quoi? C'est le bruitage de la nuque qui se brise? Parce que clairement, il le tue. On est d'accord. Hein, il n'y a pas d'autre alternative. Mais on s'attendait pas à ça. Que Diodra se fasse tuer par ceux qui lui servaient de chevalier servant, c'est chaud. C'est complètement chaud, on est d'accord. C'est improbable que ça se passe de cette façon. Personne s'attendait à ce que les mecs qui avaient pris le somme et qui se considéraient comme les vrais fils d'Ironside viennent tuer le vrai fils. Alors j'espère qu'il va y avoir un retour de bâton un peu plus tard. Hein, parce que du coup, le combat n'aura pas lieu entre Nassien et Diodra si celui-ci est mort. Mais pourquoi avoir développé ce personnage si c'est pour le tuer? Il peut y avoir une autre réponse, et c'est pour ça que je vous dis, on aura eu probablement la réponse dans le chapitre. Là, en fait, je me pose des questions, et en fait, on aura déjà probablement la réponse. Ça se trouve, Diodra, dans le prochain chapitre, là, dans 182, qui sera sorti, il sera pas mort. Ça se trouve, il sera pas mort. Ou ça se trouve, Percy va passer par là, il va le sauver. Je dis ça, je dis rien, ça se trouve, il va le sauver. Hein. En fait, on nous fait croire qu'il a été tué, t'as Percy qui passait par là par hasard, et puis qui va le trouver à la porte de la mort, et puis qui va le sauver in extremis.
Alors que pourtant, il lui voue une haine pour ce qui s'est passé avec Anne. Peut-être qu'il va le sauver sans le vouloir. J'en sais rien. Mais bon, l'oncle que j'aimais tant s'est fait tuer. Ça, on le sait. Hein. L'oncle, bah, c'est celui qui a révélé tout ce qu'il devait révéler à Percy. On se rappelle, hein, celui qui a révélé toutes ses véritables origines à Percy. Et puis c'est Lancelot qui a fini de le tuer. Mon père m'a oublié. Et le seul ami que j'avais n'était même pas mon ami du tout. Parce que oui, il est en train de t'égorger. Mort cruelle. C'est le nom du chapitre 182. Bon. C'est pour ça que je vous dis que il peut y avoir une surprise. Parce que le chapitre s'appelle Mort cruelle. Donc ça veut dire indirectement que du coup, bah, Diodra est mort. Et que Diodra, ça y est, c'est fini, le frérot il s'est fait tuer et il a été disrespect. Alors déjà que le personnage n'avait pas grand chose pour lui, mais il a été disrespect de ouf en fait. Mais la question ça va être aussi qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence plus tard. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter messieurs dames. Alors ça a été extrêmement long, je suis désolé, hein, je pense que j'aurais essayé au niveau du montage de rendre ça dynamique et intéressant, tout ça accompagné de merveilleuses musiques. Si possible en commentaire, enfin au montage, excusez-moi, en commentaire, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte, au montage. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu de tous ces événements, parce que, et si le format vous plaît, est-ce qu'on revient à un format plus conventionnel à la Kagurabashi, où je prépare un script à l'avance, et je vous mets les pages au montage, ou est-ce qu'on continue comme ça en scrollant les chapitres? Parce qu'en vrai, c'est kiff-kiff, c'est comme vous voulez en fait. C'est vous qui me dites quel genre de format vous préférez, l'un ou l'autre. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. En tout cas, moi j'ai très très hâte qu'on refasse une vidéo dessus dans le prochain arc. En tout cas, je pense qu'on parlera déjà, avant toute chose, de cette fin de saga, là, de cette fin de tournoi. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir une vidéo d'ici quelques semaines. Le temps que le tournoi se termine et tout, et qu'on commence un nouvel arc. Hein, je sais pas quel arc se débutera après, mais en tout cas, j'ai plutôt hâte. Et on en parlera au moment voulu. En tout cas, merci à tous et rendez-vous pour une prochaine. Ciao tout le monde. Bye.